Bonjour Jean-Jacques Hano, L'Ours, L'Amant, Le Nom de la Rose, La Guerre du Feu, tant de films, tant de succès, 7 ans au Tibet, je pourrais en citer encore beaucoup, Or Noir, le tout dernier. Et puis maintenant, académicien à l'Académie des Beaux-Arts, vous succédez à un grand nom du cinéma français, Gérard Houry, et vous lui rendez hommage. Écoutez, oui, c'est un grand honneur. D'ailleurs, Gérard Houry succédait lui-même à un très grand metteur en scène, qui était René Clément. Et moi, j'ai connu Gérard Houry dans les années 80. J'étais très, très impressionné, parce que c'est le metteur en scène français qui a sans doute fait le plus pour la propagation de la culture française dans le monde. À chaque fois qu'il faisait un film, les inscriptions dans les alliances françaises bondissaient. Et quand on se promenait dans le monde, c'était pas la Nouvelle Vague qui était célèbre, c'était De Funès. Et De Funès à travers les films d'Houry. Donc, si vous voulez, c'est un cinéaste qui a décidé dans sa vie de ne faire que du film comique. Mais il a fait un cinéma comique extrêmement particulier, parce qu'il a mélangé le petit gag, j'ai envie de dire, avec l'immense spectacle. C'est quelqu'un qui était très influencé par le cinéma américain, et il a voulu faire du grand cinéma en scope, avec des cascades, avec de l'aventure, mais dans un contexte de comédie. Ça vous ressemble un petit peu quand même, tout ça, Jean-Jacques Hano, hein? Il y a des traits tout à fait communs. Et une chose que je souhaiterais beaucoup, c'est avoir son incroyable courtoisie, sa générosité d'âme, sa gentillesse, qui était un des traits de caractère. Ouais. Pour le fils de cheminot, modeste que vous êtes, qui a découvert le cinéma, si j'ai bien compris, dans Odéon Photo, vous aviez quoi, 5 ans? Oui. La passion est arrivée comme ça? Oui, parce que si vous voulez, effectivement, je suis fils de cheminot. D'ailleurs, j'ai gardé de ça l'habitude d'être à l'heure, le respect des trains, du travail bien fait. Et j'habitais la banlieue, et je crois que ce qui me gênait instinctivement, c'est qu'il n'y avait pas de... C'était tout doux chez moi. Il y avait des fleurs, un petit jardin, tout ce qu'il fallait, un petit chien. Mais il n'y avait pas de perspective. La seule vraie perspective, c'était quand on allait au cinéma le dimanche, l'écran qui s'ouvrait, ça n'en finissait plus. Et puis, je plongeais dans un monde qui était rêvé. Un monde, c'était plus grand que chez moi. C'était des idées autres, différentes, plus larges, un sens du sublime. Et un jour, effectivement, j'ai découvert dans la boîte aux lettres un catalogue où il y avait des images de ces caméras qu'on pouvait même acheter. C'était évidemment incroyablement cher, des caméras en 8 mm, en 9,5, en 16 mm. C'était des jouets, mais des jouets pour grandes personnes qui fabriquaient du rêve. Je me suis dit que ça me semblait bien comme perspective. Et c'est vrai que c'est à 8 ans que votre maman vous amène à l'école, les hautes études cinématographiques. Oui. Oui. Enfin, c'est très jeune, Jean-Jacques Hano. Je me souviens à la tête du directeur, je me souviens de son nom, il s'appelait Rémi Tessonneau, dans un grand bureau aux Champs-Élysées, et ma mère vient, elle s'était mise de tous ses atours, elle vient avec moi, c'était jeudi, et elle commence son discours, mon fils voudrait faire du cinéma. Généralement, c'est une école où on rentre vers 25 ans, bac plus 5 ou 6. Alors, le directeur lui dit, mais quel âge a votre fils? Elle se tourne vers moi, j'étais en train de remonter mes sockets. Lui... Alors, il n'en revient pas. Je me souviens, il y avait une sonnette sur son bureau, il appuie sur la sonnette, il appelle sa secrétaire. Oh, regardez, ce petit garçon, il veut faire du cinéma. Oh, c'est incroyable, il a fait ça. 10 ans plus tard, je suis revenu, après avoir écouté tous ses conseils, et j'ai intégré, ça s'appelait l'IDEC, aujourd'hui ça s'appelle la FEMIS. En tout cas, j'en suis sorti à 20 ans. Oui. Et grâce à ces gens, à ce monsieur-là, ce directeur et sa secrétaire, c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers jobs et que j'ai été envoyé en Afrique. Et ça va, voilà, la découverte, le Cameroun, l'Afrique, et puis tout cela va débouter le monde de la publicité, et puis la victoire en chantant, l'Oscar du meilleur film étranger, et aujourd'hui l'Académie des Beaux-Arts. C'est une sorte de consécration quand même. Oui, si vous voulez, ce qui est très agréable, c'est que c'est une consécration qui vient de mon pays, et qui vient des artistes de mon pays. C'est-à-dire que c'est différent d'un... Vous voyez, un César, c'est donné par l'Académie du cinéma, c'est-à-dire par des techniciens du cinéma, des acteurs, des metteurs en scène, c'est-à-dire l'univers dans lequel je vis. J'ai toujours regretté de ne pas vivre assez avec des peintres, des sculpteurs, des architectes. Or, c'est ça qu'est l'Académie. L'Académie vous permet cette transversalité. Et là, ce sont ces gens-là qui m'ont accueillis parmi eux. Alors nous sommes assez peu de cinéastes parce qu'il y a une section musique, une section peinture, une section gravure, une section libre dans laquelle il y avait des gens comme Béjart ou comme Yacardin. Est-ce que ça n'empêche pas de créer? Est-ce que on imagine des vieux monsieur, des vieux académiciens qui sont là autour d'une table? Ça laisse ouvert l'esprit, ça ouvre l'esprit. Oui, parce que si vous voulez, il y a ça forcément. Les gars, ils sont immortels, vous voyez, ils sont immortels tant qu'ils vivent. Oui.
Mais donc aujourd'hui, on est immortel assez longtemps. Il y a effectivement des gens âgés, mais franchement, ce sont des gens âgés qui ont généralement une vivacité d'esprit absolument spectaculaire. Et moi, je suis enchanté de déjeuner avec quelqu'un qui me raconte comment il passait ses journées avec Picasso, l'autre comment il a appris à sculpter avec Bourdelle, un troisième qui va me raconter comment il a connu Toscanini. Donc, si vous voulez, c'est un univers très élargi, parce que justement cette académie fait venir des gens très divers, y compris quelques donateurs qui sont des mécènes, comme Ladret de la Charrière, qui, lui, a une perspective économique sur l'art en général et évidemment sur l'économie, qui fait que c'est très, très varié et que moi j'adore aller rencontrer ces gens. Malheureusement, je ne suis pas là tout le temps parce que j'ai des films qui m'entraînent très loin, très loin. Et pendant un an, je ne peux pas y assister. C'est l'idée aussi que le cinéma, c'est un art universel, c'est-à-dire qu'il peut englober tous les autres. Ah oui. Et j'ai fait la première conférence que j'ai faite pour mes confrères, c'était ça, de leur dire, messieurs, voyez, vous de la section architecture, j'ai besoin de vous, car voilà, depuis le début de ma carrière, je fabriquais des décors, donc je suis obligé de m'interroger sur l'art des façades, les encorbellements, les déports, les dépassements. Les musiciens, mais moi aussi, je suis complètement dépendant des musiciens. J'admire, j'adore leur travail. La peinture, mais la peinture, elle est au cœur de mon métier. Qu'est-ce que c'est le cinéma? Sinon, des cadres qui sont faits comme des cadres de peinture, c'est à peu près le même format. Et si on ne connaît pas la peinture, on a beaucoup de mal à faire son cadrage. Plus le rythme de la musique. Donc vous voyez, on fait de la peinture en rythme. Et même vis-à-vis de mes amis graveurs, quand j'ai fait Le Nom de la Rose, les premières images que j'ai produites pour Le Nom de la Rose, c'était des gravures. J'avais demandé aux plus grands graveurs de m'illustrer des scènes telles que je les imaginais. Et le film a été très dépendant de la gravure. Vous voyez, c'est un art un peu oublié, mais merveilleux. Oui. Alors, si on pense à l'ours, vous recréez évidemment à la manière de Renoir des peintures à travers des décors, des jardins. Oui, mais vous voyez, pour un film comme L'ours, c'est un film, j'étais très inspiré par le romantisme allemand. La peinture allemande, donc Friedrich, et un Allemand qui a émigré aux États-Unis qui s'appelle Bierstadt. Ce sont des peintres pas très connus, mais c'est ce qu'on appelle l'école de Düsseldorf. C'est quoi? Eh bien, ce sont des gens qui se baladaient dans la nature avec des carnets et qui croquaient ce qui leur plaisait le mieux. Une futaie, une souche, un ruisseau et le reflet du soleil dedans, une cascade dans le lointain. Ils revenaient dans leur atelier et ils regroupaient tout ça en un seul tableau. Moi, quand je fais un film comme L'ours, je fais la même chose. C'est-à-dire que je me balade j'ai 15 camions qui transportent des sapins, des rhododendrons en fleurs, du gazon, des rochers, et je reconstitue dans l'axe du décor qui me plaît, je me fais des avant-plans plus riches que la nature. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'art, c'est pas la nature. C'est pas juste photographier ce qui existe, c'est recréer en plus beau, en plus grand, en tout cas recréer dans le sens de l'histoire qu'on veut raconter. Et nous faire rêver, comme vous le faites. Merci Jean-Jacques Hano. J'allais dire merci monsieur l'académicien immortel de l'Académie des Beaux-Arts.